Ok les amis, exercice numéro 1, physique-chimie du concours GIP 2022. On est le 4 mai 2022, on m'a transmis le sujet de physique-chimie et donc du coup je te corrige l'exercice numéro 1 sur la mécanique. Alors ça peut être intéressant pour toi si tu prépares le bac parce que ça te permet de réviser sur la mécanique, mouvement d'une particule dans un champ électrostatique uniforme, bien que ce soit un exercice un tout petit peu plus compliqué que ce qu'on fait en classe pour le niveau bac. Voilà, ça reste un exercice de concours. Il est pas mal, mais tu peux t'entraîner dessus. Tu peux aussi t'entraîner dessus si tu révises tout simplement un contrôle en cours d'année sur le chapitre Méca 2, mouvement d'une particule dans un champ électrostatique uniforme. Il y a des techniques intéressantes là-dedans, tu vas voir. Donc voilà le sujet. Je peux te l'agrandir un petit peu si tu veux mettre la vidéo sur pause. Ok. Donc j'ai fait l'exo. Voilà, je vois à peu près ce qu'il faut faire sur les questions. Il y a juste la question 10. A priori, je peux pas la faire parce que tu vois, choisir la bonne réponse des propositions énoncées sur le document réponse. Bon, donc voilà, j'ai pas de document réponse, on me l'a pas fourni en tout cas. Donc on va faire ce qu'on peut faire et puis c'est parti, ok? Allez, let's go. Attends, j'agrandis encore à nouveau. Et on y va. Donc pour dépolluer l'air, alors il est quelle heure? Il est minuit 10, donc sois juste indulgent si ma langue est fatiguée, je vais essayer de me concentrer. Pour dépolluer l'air, on utilise un appareil qui fonctionne. Blabla, je m'en fous. On considère deux plaques G et D de longueur L. Non, c'est pas bien. J'ai lu en diagonale, mais j'ai déjà lu en fait. Toi, il faut que tu lises bien pour être sûr de ne pas passer à côté d'informations importantes. Ok, c'était juste pour rigoler. On considère deux plaques G et D, donc ici et là, de longueur 30 cm, espacées d'une distance 2D égale 5 cm. Attention, on te donne 2D égale 5 cm, mais du coup D égale 2,5 cm. D'accord? Le schéma est un peu bizarre à comprendre quand on le voit comme ça, mais après tu vas voir à la lecture de l'énoncé, on peut bien distinguer les informations. Dans le repère OIJ, donc OIJ, on a le vecteur unitaire ici, on étudie le mouvement d'une particule chargée positivement avec une charge Q égale 1,6 10-19 coulombs. Donc la charge est positive, ok, tac. Et la masse c'est 10 puissance moins 18 kg, donc on a une masse en kilogrammes, on n'aura rien à convertir. Par contre attention, la distance D, j'ai identifié qu'elle était en centimètres. Moi, à un moment donné, il faudra que je la passe en mètres, si je dois faire un calcul. D'accord? La particule est chargée positivement. Ça aussi, c'est important à mettre en évidence, puisque du coup, tu sais, avec les histoires de signes, ça induit les forces, l'orientation des forces, des vecteurs et autres. C'est lié au signe de la charge. Donc, il faut faire super gaffe à ça. À l'instant initial, la particule arrive en haut, origine du repère, avec une vitesse initiale V0 égale V0J. Ça veut dire que ton vecteur vitesse V0, il est orienté verticalement, vers le haut. Donc on peut donner tout de suite ses coordonnées si tu veux. Le vecteur V0, son abscisse V0x est nul. Et son ordonnée V0y vaut V0. Voilà ce que veut dire l'information écrite sous forme vectorielle à cette étape-là de l'énoncé. On a la valeur de V0 en mètres par seconde, donc rien à convertir. Le champ électrique E qui règne entre les plaques est uniforme et perpendiculaire à celle-ci. Donc il n'y a qu'un seul champ. Là, il y a une petite ambiguïté, j'ai envie de juste te préciser ça. La première fois que j'ai lu l'énoncé, je me suis dit, c'est quoi E1, E2, c'est quoi ce truc chelou? En fait, non. C'est juste qu'il y a un champ qu'on appelle E, et dans la question 1, on va te demander de choisir entre E1 et E2, quelle est la bonne proposition? Tu vois, en fait, c'est comme si c'était deux propositions. On te propose E1 ou E2, il faut choisir la bonne orientation du champ. On va y revenir. Donc on a la valeur du champ. Dans tout l'exercice, on néglige l'influence du poids de la particule. Ça signifie comme bien souvent que la somme des forces extérieures, pour ensuite appliquer la deuxième loi de Newton, égale la force électrique appliquée à la particule. Ok? Allez, on y va. Question 1. Je vais juste déplacer un peu le... Voilà. Question 1. Sachant que la particule est soumise à la seule force électrique de la relation F égale Q fois E, choisir quel est le champ électrique qui va induire un mouvement de la particule vers la plaque de droite, donc la plaque D. La particule, on considère qu'elle va être dirigée vers la plaque D, elle va être attirée par la plaque D. Donc elle va subir un mouvement vers la droite. Ok? Je vais le marquer ça. Question 1, on va écrire là. Question 1, la particule est déviée. Particule déviée vers la droite.
Bien sûr, comme d'hab, hein, si cette vidéo te plaît, partage, diffuse, abonne-toi à cette chaîne. Si tu n'es toujours pas abonné, c'est une façon de soutenir mon travail et donner de la visibilité aussi au travail. C'est important pour moi, parce que forcément ça fait plaisir. La particule est déviée vers la droite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que F, la force F est orientée vers la droite. Ok? F est orientée vers la droite. Or, toujours un petit or pour faire une petite digression dans le raisonnement. Or, F égale Q fois E. Collinéarité de vecteurs. F et E sont collinéaires. Donc, là j'utilise des maths quand je dis ça. F et E collinaires. Mais je ne vais pas me contenter de dire qu'ils sont collinaires. Tu sais ce que je vais rajouter? Ils sont collinaires. Hop, on prend le rose couleur tarama. Tu connais le tarama? C'est le truc qui se mange là, qui s'étale sur du pain. J'aime pas ce truc là, mais c'est vraiment un rose couleur tarama. Fin de parenthèse. Tu vois, je me suis perdu moi-même avec cette histoire de tarama. F et E sont collinaires de même sens. Voilà, c'est ça que je voulais dire. De même sens, car Q est positif. Et oui, le coefficient de collinéarité est un coefficient positif puisque la charge de la particule est positive. On nous l'a dit ici. Donc le coefficient de collinéarité est positif. Donc ça veut dire que tes deux vecteurs sont de même sens. Ok? Mais comme j'ai dit que F était orienté vers la droite, le vecteur E est orienté vers la droite. T'as compris le truc? Donc E vers la droite. Donc, entre E1 et E2, quelle est la bonne représentation du vecteur champ? Bah, c'est le vecteur E2. C'est E2 qui génère la force exercée sur la particule. C'est E2 qui est la bonne représentation. Je vais l'écrire comme ça. Ok? La technique que je viens d'utiliser avec la collinéarité de vecteurs, ça c'est un truc qu'il faut que tu maîtrises si tu révises ton chapitre de mécanique, mouvement dans un champ électrique uniforme. Ça fait partie des choses qu'il faut que tu saches faire. Ça, c'est pas spécifique au concours GEPI, je le répète. C'est une question sur laquelle il faut que tu saches être à l'aise et répondre à ça. Ok? Peu importe l'exo et peu importe pourquoi tu révises ce chapitre. Bien, eh bien on peut passer à la question 2 puisque la question 1 c'est check. Question 2. Question 2, question 2, question 2. On suppose que la particule, on est ici, a un mouvement vers la droite, vers la plaque D. Quelle est la polarité de la plaque D? Un point donné, un point cadeau. La particule est chargée comment? Positivement. La particule est de charge positive, donc elle est attirée par la plaque négative. Positive, donc attirée par plaque. J'écris mal, j'écris vite, c'est pour pas trop en mettre et c'est pour aller un peu vite pour pas faire une vidéo trop longue. Particule positive attirée par la plaque négative, donc des plaques négatives. Ça va pour le raisonnement? C'est logique? Et on retrouve le fait que si la plaque D est la plaque négative, tu vois, moins, 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 moins. La plaque G est donc la plaque positive, plus, plus, plus. Et on retrouve le fait que le champ électrique est orienté de la plaque positive vers la plaque négative. T'as vu? On retombe sur nos pas. Sur nos pattes. Peu importe. En tout cas, on est content. Question 3. Question 2, check. Question 3. Écrire la deuxième loi de Newton pour la particule sous forme vectorielle. Je vais changer de page. Question 3. Je vais écrire deuxième Newton. Alors j'écris à l'arrache encore une fois, c'est parce que je veux pas mettre toute la rédaction. Mais toi, le jour de ton bac, de ton contrôle ou de ton concours, il faut que tu écrives bien, c'est important. Il faut que tu rédiges, que tu mettes le détail et tout. Par exemple, là, moi, pour la deuxième loi de Newton, normalement, j'écris système, référentiel, bilan des forces. Mais ça, je te l'ai écrit dans plein d'autres vidéos sur ma chaîne, dans les playlists, tu peux regarder, tout y figure, même dans les exobilans qui sont corrigés sur mon site. Tu as le lien en descriptif de la vidéo, d'ailleurs, si tu veux voir les exobilans. Tout ça, j'ai fait des bonnes rédactions, pas à pas, etc. Là, je vais un peu plus vite, tu vois. Donc, deuxième loi de Newton, MA égale somme des forces extérieures. La seule force extérieure, c'est la force électrique, et la force électrique, c'est Q fois E. Donc Q fois E, tu as MA égale Q fois E. Je vais isoler A. On te demande l'écriture vectorielle de la deuxième loi de Newton, donc là, je vais la donner, l'écriture vectorielle, mais je vais la donner
en isolant A. Parce que de toute façon, derrière, il va falloir trouver les composantes de A et ensuite de remonter à la vitesse et ensuite remonter au vecteur position. Donc du coup, je préfère isoler tout de suite A et encadrer ça comme résultat. Donc tu vois, c'est ce qu'il me demandait. Écrire la deuxième loi sous forme vectorielle, c'est fait. Si tu t'étais arrêté là, c'est ok. Parce que c'est bien l'écriture de la deuxième loi sous forme vectorielle. En fait, en vrai, tu pourrais même t'arrêter là. Mais ce serait un peu idiot. Tu peux aller là, mais tu peux aller jusqu'à cette étape. Ok ? Donc après, la question suivante, en déduire les composantes du vecteur accélération. C'est logique. Donc on va le checker tout de suite parce que de toute façon, ça va prendre 2 secondes. Ah oui, si, attends, avant de checker quand même, il y a un truc qu'il faut se dire. Donc, le vecteur E1 ne représente pas le vecteur E. On a dit que le vecteur qui représente c'est E2. Et les coordonnées du vecteur E, les coordonnées, c'est donc EX. Tu vois, comme mon vecteur est horizontal, donc orienté suivant l'axe OX, son EY vaut 0. Je vais déjà écrire EY, donc EY vaut 0. Et EX, le EX du coup vaut plus E. Pourquoi ? Bah parce que tu as vu, l'axe horizontal, il est fléché positivement vers la droite, de même que le vecteur E. Donc du coup, EX vaut plus E. J'écris E tout court. Ça, pareil, c'est impératif que tu saches utiliser les coordonnées des vecteurs pour ensuite remonter aux coordonnées du vecteur accélération. C'est absolument essentiel que tu le fasses au moment où tu cherches les coordonnées du vecteur A. Sinon, tu vas être bloqué en fait. Tu vas être bloqué. Donc là, tout ce que je veux dire, tout simplement, c'est que AX, en m'appuyant sur la relation vectorielle, bien sûr, AX, du coup, c'est Q sur M fois EX. Et EX, je viens d'établir que c'était E. Donc du coup, AX, c'est Q sur M fois E. Tu peux l'écrire QE sur M. Ok ? Et AY, c'est donc Q sur M fois EY. Là, je mets un peu de détail. Tu remplaces EY par 0, puisqu'on a établi que c'était 0. Il reste quoi ? Il reste 0. Voilà, tu as les coordonnées du vecteur accélération. Vecteur accélération a pour coordonnées Q fois E sur M et 0. Accélération, elle est horizontale. Ok ? Ça, c'était pour la question 4. Question 5. Donner les composantes de la vitesse. Donc, composantes de la vitesse, ça veut dire Vx, Vy. C'est-à-dire que je vais intégrer ou primitiver les coordonnées du vecteur accélération. Donc, question 5. On a AX qui vaut QE sur M et qui est aussi égal à la dérivée de Vx par rapport au temps. Donc, je vais écrire tout simplement que Vx, quand je cherche primitive, ça fait QE sur M fois T, plus une constante en fait qui ne sera autre que V0x, d'accord ? Et là je retourne sur ce que je t'avais dit au tout départ, V0x c'était V0. En début de vidéo on l'a vu, donc je vais remplacer tout de suite V0x par V0, ça c'est la condition initiale, c'est la fameuse recherche des constantes d'intégration grâce aux conditions initiales. Donc je dégage le V0x et j'encadre Vx, ok ? On fait pareil avec l'autre, AY. AY c'est 0, mais c'est aussi la dérivée de VY par rapport au temps. Donc du coup, VY, c'est une constante, c'est V0Y. Et V0Y, on l'a dit aussi, V0Y c'est V0. Donc du coup tu as V0 ici. Ok ? Je vais réécrire VY. À chaque instant, c'est V0. Bon, là ça commence à plus être très habituel par rapport aux exercices auxquels tu es habitué sur ce chapitre-là quand tu te prépares au bac ou que tu fais une préparation pour un contrôle sur le chapitre Méca 2, mouvement dans un champ électrostatique uniforme. C'est là que ça commence à devenir intéressant. Ouais, je te cache pas que là on va rentrer dans des petites subtilités, donc accroche-toi, c'est faisable, mais du coup on va complexifier un tout petit peu l'exercice. D'accord ? Question 6. Parmi les 6 graphiques ci-dessous. Alors je te précise juste que ces traits n'ont rien à faire là, je pense que c'est l'élève qui m'a filé le sujet, qui avait barré les propositions qui pensaient être fausses. Donc tu fais pas attention à ces traits là surtout. Okay. Parmi les 6 graphiques ci-dessous, cochez sur le document réponse celui qui décrit l'évolution de la norme de la vitesse de la particule au cours du temps. Donc cocher celui, ça veut dire que j'ai qu'une seule réponse possible. Il faut savoir lire correctement les questions pour savoir ce qu'on attend de toi. Il n'y a qu'une seule réponse. Ouais. On me parle de la norme de la vitesse de la particule. Et on me parle de son évolution au cours du temps. Ça veut dire que chacun des graphiques représente V en fonction de t. D'accord ? Il faut donc que j'aille chercher V de t.
Donc pour la question 6, au brouillon, sur ma feuille, je vais aller chercher V de t. Donc je réécris que V, la vitesse, ses coordonnées, c'est QE sur M fois T. Et Vy égale V0. Ok? La norme du vecteur vitesse, c'est la vitesse V de t. Qu'est-ce que c'est? J'ai une formule pour ça. Tu te souviens de la formule? Je vais te la rappeler. Je vais te la rappeler parce qu'il est essentiel de savoir faire ce genre de choses. Là, pareil, ça c'est une compétence, concours ou pas concours, bac ou pas bac. Il faut que tu connaisses cette méthode de la norme. Ok? Si tu es tout simplement en terminale en train de réviser ton chapitre de Méca 2, blablabla, il faut que tu connaisses cette méthode-là, et pas que pour le chapitre de Méca 2 d'ailleurs. La norme du vecteur U en maths, on te l'a donné dans un repère orthonormé par cette formule ux carré plus uy carré. D'accord? Et là, hors de question d'aller faire des simplifications qui n'existent pas, du style ah, j'enlève le carré et j'enlève la racine carrée. Ça, c'est faux, archi faux, hein, t'oublies ça. Si jamais tu fais ce genre de choses, c'est du grand n'importe nawak. D'accord? Donc, tu fais surtout pas de simplification. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Tu fais surtout pas de simplification qui n'existe pas. Racine carrée de ux carré plus uy carré. Tu peux pas simplifier la racine et les carrés. D'accord? Je le dis, je le répète parce que je sais que pour certains, c'est pas toujours évident. Mais il faut pas inventer des règles mathématiques, sinon tu te mets en difficulté tout seul. Donc on a V de t qui va être égal à Vx carré plus Vy carré. Et là, typiquement, je vais te dire un truc. Je vais te montrer que pour ce sujet-là, ils avaient prévu que cette erreur soit faite par des élèves. Tu vas voir pourquoi. Je vais te le prouver. A priori, ils avaient prévu que l'erreur que je t'ai dit de ne pas faire, elle allait être faite par certains élèves. Donc Vx, je le remplace par ça. Allez, QE sur M fois T au carré, plus Vy, je le remplace par V0, donc V0 au carré. Éventuellement, je peux développer mon carré ici. Ça fait Q carré, E carré sur M carré fois T carré, tu vois, parce que le temps, c'est la variable, donc je le mets un peu à part, plus V0 carré. Donc comme je t'ai dit, il faut surtout pas faire cette erreur-là. Je vais te dire quelle est l'erreur. On va le faire, on va faire comme si on faisait l'erreur. Oh bah du coup je simplifie, tu vois, je prends un peu une voie naïve, je simplifie la racine carrée et les carrés, et ça va me sortir QE, tu vois, donc je vire la racine et je vire tous les carrés, et je vais avoir ça. Et là je me dis, ah bah c'est une fonction affine. Du coup, c'est le graphique B. Là, tu as planté ta question. D'accord? Ils ont mis une proposition qui prend en compte exactement l'erreur liée à cette histoire de racine carrée. Tu vois la subtilité? Faut pas inventer des règles qui n'existent pas. D'accord? Non, en fait, il faut se débrouiller avec ça. Ta fonction V de t n'est pas une fonction affine. C'est pas non plus une fonction constante, puisque ça dépend du temps et ça évolue au cours du temps. La vitesse évolue au cours du temps. Donc, tout ce qui est fonction affine, fonction constante ou fonction linéaire, qui est une fonction affine particulière, tu vas la dégager. Ça peut pas être le graphique B, parce que le graphique B, ça représente une fonction affine. D'après l'expression mathématique que je viens de trouver, V de t n'est pas une fonction affine. Ça ne peut pas être le graphique C, parce que C, c'est une fonction affine linéaire. On vient de dire que c'était pas une fonction affine. Ça ne peut pas être le graphique F, parce que la vitesse n'est pas constante. C'est bon? J'en ai déjà dégagé 3. Maintenant, regarde la particularité des 3 graphiques qui restent. C'est toutes des courbes qui sont croissantes. Donc là, on se dit, oui, la vitesse, elle va augmenter au fur et à mesure. Et là, c'est un peu difficile. Comment choisir, à part faire plouf plouf, ce sera toi au bout de 3, le roi, nanana, on ne sait pas trop. Bon, on peut se dire un truc simple quand même. C'est que la vitesse, à l'instant initial, elle est nulle ou pas? Est-ce que la vitesse à t égale 0 est nulle? Bah non. La vitesse à t égale 0, elle vaut 2 mètres par seconde. Regarde le graphique A. Il part du point 0, 0. Donc il te donne l'indication que la vitesse à l'instant initial est nulle. Ce qui est faux. Alors on aurait dû préciser quand même, pour être complètement rigoureux, ils auraient dû mettre ici 0. Ils n'ont pas mis l'origine des graphiques. Mais on suppose évidemment que à chaque fois c'est 0 ici. Hein. D'accord? Et on regarde le graphique D, pareil. Il fait démarrer la courbe à 0. Et donc ça, c'est pas possible parce que la vitesse à l'instant initial est différente de 0. Donc, pour justifier, alors je pense qu'il fallait pas justifier parce que là, il fallait juste cocher. Mais comme j'ai pas le document réponse, on va quand même dire, pour la justification, donc ces graphiques
E, car c'est le seul. Non, car B, C, F éliminé à cause du type de fonction, je vais écrire ça comme ça, parce que c'était pas fonction affine ni fonction constante, et entre A, E, A, D et E, entre A, D et E, seule la courbe E ne démarre pas à 0, 0. Entre parenthèses, car V0 différent de 0. Voilà, si tu mets ça, le correcteur il sait ce que tu veux dire. Il a compris que tu as vu le truc. Ok? Bon, cette question-là, c'était un peu plus tactique. Un peu plus tactique. Et puis il y a encore un petit peu de technique là pour la fin. Question 7, 8, 9. Parce que ça ressemble pas vraiment à ce que tu vois dans les exercices, encore une fois, de ce style, mais plutôt des exos type bac. Mais c'est important que tu révises là-dessus si tu révises un contrôle ou que tu révises juste ton bac, encore une fois, parce que qui peut le plus peut le moins. Si tu fais tes muscles sur un truc costaud, après quand tu arrives dans le bac à sable, tu dis oh, c'est facile, vas-y, je me balade. Ok? Pardon. Question 7. Question 7, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de déterminer les expressions des équations réelles xt, yt. Donc xt, je vais repartir de vx, je vais réécrire vx. Excuse-moi, je dois me racler la gorge, je sais pas ce que j'ai. Un chat dans la gorge. Mais là, je crois que ça va mieux. Donc, on a vx q fois e sur m fois t. Et on a vy, c'était v0. C'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc, du coup, vx, c'est aussi la dérivée de x par rapport au temps. Et c'est égal à q e sur m fois t. Donc, du coup, xt, ça va me faire quoi? Je primitive 1 demi QE sur mt carré plus une constante. J'écris directement que la constante c'est x0. x0 ça va dégager parce que à l'instant initial notre particule elle est à l'origine, au point d'origine, donc abscisse 0. Il me reste juste que xt, c'est ça. Ok? Quelle heure il est? Minuit 30. C'est pour ça que je suis fatigué. On a xt. On va chercher yt. Donc vy c'est v0 et c'est la dérivée de y par rapport au temps. Donc yt égale v0 fois t plus une constante y0. y0 c'est nul aussi pour la même raison que x0. Donc on a ça pour yt. D'accord? Question 8, question 7, check. Question 8, en déduire l'équation de la trajectoire. C'est là aussi que ça devient tactique. Parce que toi, sur les équations de trajectoire, tu as l'habitude, quand tu révises juste sur du niveau bac, tu as l'habitude d'isoler t dans x, dans l'expression de x, tu vois, tu isoles t, et tu réinjectes ça dans y. Sauf que là, si tu veux isoler t dans l'expression de x, tu vas être un tout petit peu en difficulté parce que c'est pas t, c'est t carré. Alors peut-être tu vas dire que t carré, c'est 2mx sur QE et qu'après tu vas oser prendre la racine carrée. Si tu fais ça, c'est bon. Ok? Si tu n'oses pas faire ça, si tu as un peu peur, si tu te sens un peu perdu, tu peux très bien dire que y au carré, c'est v0 carré fois t au carré. Tu me suis? J'ai tout passé au carré ici. Je vais isoler t carré. Et t carré, je vais le faire avec une autre couleur pour te montrer que c'est un raisonnement un peu parallèle. Et t carré, si je l'isole dans cette relation, là t carré ça me fait 2m fois x. Bon là il faut savoir faire du calcul littéral et manipuler des expressions. Je te cache pas que là par contre à ce stade de l'année il faut que tu sois à l'aise avec ça. 2mx divisé par QE. Ok? Quand je dis être à l'aise, c'est carrément voilà, il faut voir ça là et savoir pourquoi je suis passé à cette expression. Il faut que tu arrives à faire ce genre de choses. Si c'est pas encore bien clair pour toi, tu dois écrire au brouillon, tu dois le faire tranquillement.
Bon, j'ai t carré qui est isolé, donc je le réinjecte ici. Et après, pour avoir y, je reprendrai la racine carrée. Tu vois, ça va me donner y carré. Ça fait v0 carré fois 2mx sur QE. Et après, si tu veux y, de toute façon, l'ordonnée est positive, donc il n'y a pas de problème à reprendre la racine carrée. C'est racine carrée de v0 carré fois racine carrée. Là, ça marche, tu peux séparer les racines carrées parce que c'est un produit de 2mx sur QE. La raison pour laquelle je sépare les deux racines carrées, c'est parce que le v0 carré, il sort en v0 tout court. Tu vois. Donc j'ai v0 racine carrée de 2mx sur QE. Et ça, tu peux l'écrire éventuellement. Tu vois, c'est là aussi j'ai dit ça devient tactique parce que tu n'as pas exactement une relation qui ressemble aux choses que tu connais en fait, des exercices habituels en terminale sur les équations horaires. Parce qu'habituellement, en fait, tu manipules une équation horaire qui va ressembler à une fonction trinôme, second degré. Alors que là, c'est pas une fonction du second degré. Tu vois, la trajectoire n'est pas parabolique. Elle est un petit peu de la forme racine de x. Tu sais, la courbe racine de x. Si tu fais un peu des maths, ça, c'est racine de x. Tu vois, si tu as un peu l'allure des courbes classiques, les fonctions usuelles dans ta tête. On va regarder la trajectoire, l'allure de la trajectoire sur le graphique. Et on va voir si notre résultat est cohérent. Donc, la particule, elle arrive pleine balle ici avec une vitesse V0 verticale. Et elle va être déviée. Tu vois, regarde, je te montre. Déjà avec mon pointeur, je suis en train de te montrer que ça va être cohérent. Parce qu'elle va être déviée vers la plaque D. T'as vu le mouvement qu'elle fait? Si je te trace le mouvement. Voilà. Est-ce que ça te fait penser à la courbe de racine carrée de x? Bah ouais, carrément. Donc en fait, c'est assez logique finalement d'avoir une équation de trajectoire qui a cette forme-là. Voilà. Donc ça, c'était le truc un peu tactique dont je t'ai parlé tout à l'heure, là où ça devenait un peu subtil aussi sur la dernière question. Une équation de trajectoire qui ne ressemble pas à ce à quoi tu es habitué. Maintenant, on va devoir interpréter cette équation de trajectoire. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la question? Donc question 7, c'est fait. Question 8, c'est fait. Question 9, dernière question pour conclure cette vidéo magnifique. J'espère qu'elle t'a plu. Encore une fois, si c'est le cas, partage, diffuse, abonne-toi, dis-le moi en commentaire, ça fera toujours plaisir. Question 9, on nomme C le point d'impact de la particule sur la plaque. Donner l'expression puis la valeur de la hauteur du point C. Donc en fait là il faut pareil savoir faire des maths de base. Donc le point C, il a pour coordonnées quoi? Son abscisse c'est quoi? Donc là tu as 0, tu as l'origine. La distance là, c'est quoi? C'est D sur 2. Non, c'est D, pardon. C'est D tout court, on te le dit ici. D, c'est 2,5 cm. Donc là, la distance, c'est D. C'est aussi l'abscisse du point C. XC égale D. Et YC, je sais pas. C'est ce qu'on me demande. On me demande la hauteur du point d'impact. La hauteur du point C. D'accord? Donc, il faut juste que j'aille utiliser le fait que C appartient à la trajectoire et que je dise, on va se mettre là, question 9, C de coordonnées XC égale D, mais YC, bah, je ne sais pas, appartient à la trajectoire. Donc, ces coordonnées vérifient l'équation de trajectoire. D'accord? C'est ça le truc. Donc, ces coordonnées vérifient l'équation de trajectoire. Ça veut dire que YC, ça va être égal à V0 fois racine de 2m sur QE fois racine. Et donc, XC, c'est quoi? Bah, c'est D. Je remplace X par l'abscisse du point C qui est D. Je te rappelle que D, c'est 2,5 cm si on le calcule avec les informations de l'énoncé. Pour l'application numérique, dernière subtilité, parce qu'on va faire l'application numérique, puis après c'est bon. Pour l'application numérique, là, il faut que tu penses à passer D en mètres. Pense bien aux unités, fais super gaffe à ça. C'est les erreurs classiques. Je ne sais pas combien de fois je vois des erreurs d'unité quand je fais des exos avec des élèves. Des problèmes sur des exercices juste liés aux unités. Donc perte de points, juste pour des histoires de conversion. Fais gaffe aux conversions d'unités. Bon, on a ici toutes les mesures, toutes les valeurs. On a la masse, on a la charge, on a E, Newton par Coulomb, c'est des unités classiques. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Donc, on fait l'application. Donc V0 c'est 2 fois racine carrée
De quoi? Tiens, attends, juste une question là. Newton par coulomb. Nous, on est plutôt habitué à des volts par mètre. J'ai juste envie de vérifier un truc avec toi. Newton par coulomb. C'est comme des newtons. Coulomb moins 1, ok? Des newtons, c'est équivalent à quoi des newtons? C'est juste pour voir. Est-ce qu'on peut retrouver des volts par mètre? Est-ce que je peux faire le lien entre newton et volt? Ouais, non, ça va être un peu compliqué là. J'ai pas l'idée de comment je fais sortir volt à partir de newton. Euh, Non, je peux faire sortir les volts à partir de coulomb. Qu'est-ce que je raconte? Et pour faire ça, je vais avoir besoin. Ah ouais, tiens, on va faire un peu d'analyse dimensionnelle. D'accord, c'est pas prévu, mais on va faire un peu d'analyse dimensionnelle. Tu sais, dans le circuit RC, tu as cette relation Q égale euh, C fois UC. Mais ça va pas m'aider. Non, ça sert à rien. On a plutôt la relation I. Alors ça, c'est chapitre électricité. I égale Q sur delta T. Ouais, ça c'est pas mal. Donc du coup, Q, c'est I fois delta T. Ok? Donc ça veut dire que des coulombs, c'est équivalent à des ampères fois des secondes. Mais des ampères, est-ce que je peux faire sortir des volts à partir des ampères? Ouais, mais il y a des ohms. Et les ohms, qu'est-ce que je veux dire que c'est? Ça va être bien saoulant. Ouais. Je crois que je me suis embarqué dans un truc. Non, je vais pas aller là-dedans parce que j'ai pas la tête à ça en fait. Je vais m'embrouiller et je vais gâcher la vidéo. Donc, on va pas faire ça. Je vais tout simplement te dire que Newton par Coulomb, a priori, on va pas transformer cette unité. On n'attend pas à ce qu'on transforme cette unité. Donc, on fait l'application numérique, on se prend pas la tête. Il est minuit 40. Je vais pas faire d'analyse dimensionnelle. On va aller au plus simple, d'accord? Donc, c'est parti. On fait le calcul. Donc, 2 fois racine carrée de 2 fois la masse 10 puissance moins 18, c'est des kilogrammes, on ne transforme pas. Ok, multiplié ou divisé par 2 fois le champ du coup 10 puissance 5. Donc 2 10 puissance 5. Ah non, il y a Q, pardon, c'est pas 2 fois le champ, c'est Q fois le champ. Donc le champ c'est la charge c'est 1,6 10 moins 19 fois 1 10 puissance 5. Ok, donc hop, je fais gaffe à mes parenthèses, multiplié par racine carrée. Donc là, tu mets 2,5 fois 10 puissance moins 2. On fera peut-être dans une autre vidéo l'histoire de l'analyse dimensionnelle. Je le préparerai tranquillement et puis je t'en parlerai dans une autre vidéo. Donc 2,5 10 puissance moins 2. Tac. Ça nous donne, sauf erreur de ma part, mais a priori c'est bon, ça nous donne environ, avec deux chiffres significatifs, 3,5 fois 10 puissance moins 3. Voilà, on est en mètres. Donc il fallait bien penser encore une fois à convertir la distance D en mètres. Tu obtiens des mètres et si tu veux le exprimer en millimètres, du coup tu peux mettre 3,5 millimètres. Voilà. Bon, j'espère que ça t'a plu cet exercice JP 2022, exercice numéro 1, physique-chimie, sur le chapitre Méca 2, mouvement d'une particule dans un champ électro-uniforme. Voilà, un exo qui était pas mal du tout, qui est un bon exo pour s'entraîner, que tu passes un concours, que tu passes un contrôle, que tu t'entraînes pour le bac. Voilà le genre d'exercice sur lequel tu peux t'entraîner et te faire plaisir. Si ça t'a plu, une dernière fois, partage, diffuse, abonne-toi à cette chaîne. Si t'es toujours pas abonné, moi je vais aller dormir. Toi je te souhaite bon courage, travaille bien, entraîne-toi bien, c'est en t'entraînant que tu vas réussir, ça c'est sûr. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao!